pas vu son film, vous allez le voir ce soir, bien sûr. Mais moi, j'ai eu la chance de le voir ce matin. Je peux dire que il dure 2h20. Je vous disais tout à l'heure, quand le film s'est arrêté, j'ai dit ah bon, je me suis trompée, je croyais qu'il faisait 2h20 le film. Et je pensais avoir 1h30 de film à tout casser. Et on m'a dit non, il fait bien 2h20. Et on ne voit pas du tout le temps passer. C'est passionnant, c'est émouvant, c'est fort, c'est bon. Voilà. Alors je dis ça parce que eux ne peuvent pas vous le dire, mais bien. Je vais vous servir de truchement, simplement, c'est-à-dire que dès que vous voudrez poser une question, vous lèverez la main. Je peux poser les premières parce que moi j'ai vu le film. On peut lancer un peu, mais vous pouvez peut-être démarrer. Oui, en fait, pourquoi faire ce débat alors que personne n'a vu le film? Ah, voilà, alors. c'est la question que je vous pose. Bon, alors c'est peut-être pour vous donner envie d'y aller aussi. Oui, je crois en fait. Moi je ne sais pas trop. Non, là si vous voulez, là, le problème de celui-là, c'est que je tournée quand même, on ne peut pas. On fait effectivement une tournée dans toute la France de promotion. On a essayé de faire ça bien sûr avant que le film sorte, par définition. Donc, oui, mais du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas être aux alentours du 16 septembre, le film va sortir, on ne peut pas être dans 50 villes à la fois. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait avant. Non, mais c'est le fait qu'il y ait justement une avant-première ce soir. Pourquoi pas demain? C'est ça. Voilà, pardon. c'est ça la question. Ouais. Voilà, c'est à ce point-là. Oui. Mais ce soir, vous aurez un débat dans la salle après, de toute façon aussi quand même. C'est-à-dire pour parler davantage du film. Là, on peut parler, oui. Ceci, là, c'est aussi qu'on fait une ville par jour. Oui. Donc demain, on n'est pas là. Demain, non, c'est une question de temps. Oui. Ouais, parce que demain matin, on part, d'ailleurs, on va à Lyon demain. Mais bon, on va parler du film, de pourquoi vous l'avez fait, déjà tout ça, parce que ça vous donnera, vous verrez ce soir, puis vous pourrez reposer des questions ce soir dans la salle après, puisqu'il sera là pour le débat. Et puis, on peut parler aussi de votre façon, de votre façon de voir le cinéma, parce qu'il y a plein de choses. Le film en est l'illustration de votre regard, de votre univers. Donc, vous avez vu ces autres films. On peut parler de son regard, de son univers, même si c'est un film, celui-là, un petit peu différent. Bon, expliquez-nous d'abord, pour le situer, comment ce film est venu, pourquoi ce film. Non, si vous voulez, cette histoire, en fait, l'histoire de la fiche rouge, c'est une histoire qui, dans ma génération et dans le monde où j'ai grandi, était très très familière, en fait. On peut parler un petit peu pour ceux qui sont jeunes, rappeler un peu ce que c'était. Oui, il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est que la fiche rouge. Oui, en fait, si vous voulez, en novembre 1943, on a arrêté de nombreux résistants qui avaient tous la caractéristique d'être des étrangers. Ils étaient organisés par les francs-tireurs partisans, ça c'était donc, ça veut dire la résistance communiste, de la MOI, c'est-à-dire la main-d'œuvre immigrée. La main-d'œuvre immigrée, c'était une organisation qui existait depuis 1924, organisation donc, du Parti communiste destinée à tous les étrangers immigrés en France et qui était organisée par communauté linguistique. Donc il y avait des Hongrois, des Roumains, des Polonais, la plupart étaient juifs, mais Hongrois, Roumains, Polonais. Il y avait des Espagnols et des Italiens qui fuyaient le Mussolini ou Franco, le fascisme ou le franquisme. Il y avait aussi des Arméniens qui étaient venus un peu plus tôt, eux, qui étaient venus après le génocide en 15, donc qui étaient plus anciens en France. Et ces gens-là étaient plus organisés et militants, et c'est vrai que dès le début de la guerre, peut-être aussi probablement grâce à cela, grâce au fait, grâce à cette expérience qu'ils avaient déjà de la torture. Leurs parents, ou eux directement, ou leurs parents avaient fui évidemment leur pays parce qu'ils avaient déjà été arrêtés, torturés, je ne sais pas ce que dire, qu'ils avaient une expérience de l'oppression. Et ils étaient venus en France parce qu'ils considéraient que la France très idéalisée, pour eux, était la France le pays des droits de l'homme, en fait, une espèce de paradis où ils ne risqueraient jamais rien dans cette île. Donc dès qu'il y a eu effectivement 39, 40, etc., dès qu'il y a eu la guerre, ça a été les premiers résistants, en tout cas à Paris. Ils se sont après on les a organisés, constitués, le film raconte ça, et en 1943, donc en novembre, il y a eu le coup de filet, où on en a arrêté une quarantaine, donc 23 ont été exécutés, 22 plus exactement ont été exécutés quelques mois plus tard, mais pendant le temps entre l'arrestation et l'exécution, la police française, en particulier Darnal, et
j'allais dire, le pouvoir, le général Aubert, qui dirigeait Paris pour les Allemands à ce moment-là, ont eu l'idée d'essayer de faire une opération de propagande, en fait, avec ces étrangers là, qui avaient été arrêtés. Et ils ont fait, donc ils ont mis en scène vraiment, hein, c'est-à-dire qu'ils ont le temps ayant passé entre l'arrestation et les photographies qu'ils ont prises, ils ont laissé passer un petit peu de temps comme ça pour effectivement que les plaies soient moins voyantes, parce qu'ils avaient été torturés. Parfois d'ailleurs sur l'affiche on remarque que certains des cols roulés, parce qu'ils avaient des marques autour du cou. Il y en a une qui a une écharpe comme ça, la Boxorf, qui est une écharpe croisée. Ça c'était pour masquer les traces de cou qui n'avaient pas disparu. Ils les ont quand même pas lavés pendant quelques jours, pas rasés, ils étaient tous hirsutes, un peu beau. Donc on a fait exprès qu'ils aient ça la tête. Donc parmi ces 23, il y en a 11 qui étaient choisis aussi, de différentes nationalités comme ça, qui étaient mis sur une affiche, sur un fond rouge, avec quelques photos aussi d'attentats, des photos terribles, quoi. Bon, les soldats allemands qui avaient été effectivement assassinés par la résistance, donc les trous des balles, les trains qui avaient déraillé, etc. Donc de mise en scène. Et le texte de l'affiche, c'était délibérateur, point d'interrogation. Cette description comme ça de ces gens-là, les 11 comme ça, les photos de leur attentat, et en dessous il était écrit la libération par l'armée du crime. Et il y avait, sur le descriptif, sur chacun d'eux, il y avait écrit chef de bande, 56 attentats, chef de bande arménien, je ne sais pas quoi, voyou polonais, 50 morts, enfin voilà. Donc on a essayé de les faire passer pour des assassins, des gens malfaisants, des gens un peu payés, des mercenaires, des bandits, des voyous. Bon, l'opération n'a pas marché beaucoup, hein. C'était déjà en février 1944, donc ça n'a pas très bien fonctionné. Enfin, d'après les témoignages qu'on a de l'époque, cette affiche était dans toute la France. Hein. Tous les gens qui ont vécu cette époque s'en souviennent. La campagne est une campagne considérable d'affichage. Et c'est donc cette histoire que le film raconte. Oui, il y a eu un poème d'Aragon qui s'appelle L'affiche rouge. Oui, si vous voulez, voilà, l'affiche ne s'appelait pas l'affiche rouge. Voilà, c'est Aragon. Même l'intitulé de l'affiche, c'est l'intitulé du film, grosso modo. C'est l'armée du crime. En fait, si vous voulez, 11 ans plus tard, dans le texte, dans le corps du texte du poème d'ailleurs, il dit 11 ans après, Aragon a écrit un poème que lui a appelé l'affiche rouge. Parce que tiens, le fond de l'affiche rouge, on la voit dans le film, l'affiche, à la toute fin du film. Et c'est vrai que ça a contribué énormément à mettre en lumière cette histoire particulière. D'autant qu'après, évidemment, comme peut-être vous le savez, vous avez déjà entendu, Léo Ferré a mis ce poème en chanson. Ouais. Donc ça aussi, ça a contribué à continuer à entretenir le souvenir. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des places de tous ces gens-là à Paris, des rues, des places, des commémorations. Il y a Michel Boulert qui était le chef de bande, selon la propagande nazie. Et française, il faut le dire, de la collaboration française, et qui était un chef de détachement sur les résistants, avait toujours voulu écrire. En fait, il était rescapé du génocide arménien, sa mère était morte dans ses bras, son père était mort au combat, il avait été recueilli par des prêtres en Syrie. Il était tout petit, il avait 10 ans, je crois. Et il avait été sidéré, en fait, comme on dit en psychologie, il n'a pas parlé pendant très longtemps. Et en fait, il s'est remis à s'exprimer en écrivain. Un écrivain français, parce que les prêtres devaient enseigner le français, donc il enseignait en particulier les philosophes des Lumières, en fait. Il connaissait par cœur Voltaire, Montesquieu, ses Diderot. Et c'est vrai qu'ensuite, il s'était décidé il voulait absolument écrire, en fait, Michel. Il a écrit quelques poèmes, etc. Il a fondé des revues de poésie dans les années 30. Il était militant, il s'occupait de tout ce qui concernait l'Arménie, d'ailleurs, les réfugiés arméniens. Il était militant communiste. Oui, il a des partis communistes dans les années 30. Et il avait toujours voulu écrire, donc il écrivait bien. Alors, il reste quelques poèmes qu'on connaît, quelques-uns sont cités dans le film, mais en particulier cette lettre qui est très célèbre. En fait, il écrit une lettre à sa femme, qui s'appelait Mélinée. Il l'appelle d'ailleurs ma petite orpheline. Je veux dire, d'ailleurs, dans l'intimité, tous les deux s'appelaient comme ça, parce qu'elle aussi avait perdu ses parents dans le génocide, donc c'était deux orphelins. Et ils s'appelaient comme ça dans l'intimité. Et il lui dit, cette lettre, il lui dit plusieurs choses, mais tout à fait magnifiques. Mais en particulier, il dit au moment de mourir, je proclame que je n'ai plus belle, contre le peuple allemand.
C'est super. Déjà, un soir, il me dit la phrase de l'histoire de l'humanité, puisqu'il est là fusillé par les Allemands quelques heures plus tard. Il lui écrit aussi, je te demande de te marier, d'avoir des enfants, il est toujours du côté de la vie, quoi. Mais il lui dit, c'est ma dernière volonté, il lui dit ça parce que pour insister un ordre, pour qu'elle le fasse, quoi, parce que je crois que leur histoire d'amour était très forte, je crois qu'il était au fond persuadé qu'elle ne le ferait pas. Du coup, il essaie de l'encourager à le faire jusqu'à ces termes-là, c'est ma dernière volonté, voilà. Bon, la date est magnifique, hein, vous l'entendrez dans le film, elle n'est pas in extenso, presque, elle est presque in extenso.